Et sans plus attendre, je donne la parole à Danuta Hübner. Merci beaucoup pour votre invitation et merci aussi d'avoir organisé un débat de ce sujet précisément. Et je dois vous dire que la semaine dernière, j'ai participé à 2 panels à différents lieux d'Europe. Nous parlions de sujets tels que le nationalisme, le chauvinisme, et nous parlions de ces courants de pensée qui mettent à mal la démocratie. Et je parlais également des avantages du fonctionnement de la démocratie. Donc je pense que nous devons travailler sur ces 2 axes. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous devons comprendre que, officiellement, formellement, certains États membres respectent les règles de la démocratie, mais qu'en fait, ils s'arrangent pour les contourner. On constate finalement qu'il y a des tensions sur des bases que l'on croyait oubliées en Europe, c'est-à-dire les identités nationales, ethniques, culturelles. Donc il y a des tensions qui se fondent sur ces considérations. On les constate de plus en plus. Et il faut comprendre qu'il est d'autant plus important de consolider les institutions démocratiques et avoir des institutions démocratiques, mais que cela ne suffit pas et qu'il faut s'investir davantage dans la culture politique et démocratique. Car nous voyons que, à partir du moment où la démocratie échoue, on a ce que l'on pourrait appeler une démocratie non libérale. Et ceux qui étudient ces questions trouveront peut-être cette période très intéressante, mais pour moi, c'est vraiment le tout dernier signal d'alarme qui signifie que nous devons réagir à ce phénomène en Europe. Et je peux imaginer que vous qui êtes étudiant, ou vous qui êtes ancien député européen, vous suivez ce débat de près. Vous vous demandez, mais quel est le problème? Que se passe-t-il en Europe? Que nous arrive-t-il? Et je dirais d'une manière générale que il s'agit d'un moment dans l'histoire de l'Union européenne où les enjeux sont cruciaux. D'une part, nous voyons que les États membres sont pleinement conscients de ce qu'ils ne peuvent pas se débrouiller seuls face aux enjeux mondialisés. Malgré cela, ils tiennent toujours un discours nationaliste extrêmement fort. L'Union européenne est perçue comme est traditionnellement perçue comme un bien public qui permettant d'apporter des avantages significatifs, mais même cette idée est remise en question. On voit que des responsables politiques viennent à Bruxelles avec des idées nationales très fortes à défendre. Et donc ils le font à Bruxelles et ensuite, en rentrant chez eux, ils organisent des conférences de presse en disant l'Europe n'arrive pas à fournir des résultats. Mais ce qu'ils omettent de dire dans les conférences de presse, c'est que ce sont eux qui ont entravé la recherche de solutions. Donc, il faut que l'Union européenne ait des règles qui ont été établies communément pour régler des problèmes. Mais on voit que concrètement, les choses ne se passent pas telles qu'elles sont prévues dans le traité qui avait pourtant été adopté à l'unanimité par les États membres, puis ratifié par les parlements nationaux. Il y a 2 jours, nous avons eu une réunion avec les parlements nationaux pour débattre de l'avenir de l'Europe. Et Mario Monti était assis à côté de moi. Il était inquiet. Ce qu'il me disait, c'est que, pour la première fois, j'ai l'impression que nous n'allons pas arriver à changer, nous n'allons pas y arriver. On a l'impression que les parlements nationaux, ou au moins la majorité des parlements nationaux, semblent avoir complètement perdu la mémoire institutionnelle et ne se souviennent plus du rôle des parlements nationaux dans la ratification des traités. Et ils pensent qu'à partir du moment où un nouveau parlement arrive avec une nouvelle majorité, eh bien, tout ce qui a été fait auparavant ne les concerne plus. Donc pour la première fois, je suis très inquiet. Et je crois que de nombreuses erreurs ont été commises en tant que responsables politiques, notamment au niveau national. Mais nous avons laissé passer une occasion dans l'intégration politique européenne, alors où ce message de légitimation
initiale qui avait été véhiculée au moment du lancement de la construction européenne dans les années 50, qui se fondait sur un esprit de solidarité et d'amitié sur les cendres de la guerre, eh bien ce message ne parle plus aux jeunes générations, ni aux jeunes dans la population, ni aux jeunes générations de responsables politiques et de dirigeants d'ailleurs. Et si l'on prend le Conseil européen en particulier, on verra qu'il y a au moins 20 dirigeants, 20 chefs d'État et de gouvernement qui n'ont connu l'Europe que dans les dernières années, donc l'Europe en crise, et ils n'ont jamais travaillé dans une Europe qui était en phase de croissance et qui essayait d'être de plus en plus à même de répondre aux besoins de la population. Tout ce qu'ils ont connu, c'était une Europe à laquelle ils devaient s'opposer en raison des solutions européennes qui leur étaient proposées. Donc, d'une manière générale, on voit qu'il y a un affaiblissement de la légitimité de l'Europe, ce qui entraîne automatiquement le retour d'un nationalisme virulent qui sort des extrêmes et qui apparaît au cœur du discours politique. Eh bien, vous vous souviendrez que pendant des dizaines et des dizaines d'années, nous avons parlé du problème du déficit démocratique. Mais je crois que le débat actuel va bien au-delà. Il s'agit de quelque chose d'extrêmement grave qui peut menacer la survie même des valeurs européennes et pas uniquement des institutions européennes. Et à partir du moment où nos valeurs sont perdues, eh bien je crois que nous sommes perdus, nous aussi. Alors nous devons continuer. Certains d'entre nous ont eu l'optimisme ou la naïveté de croire que la construction européenne est tellement forte aujourd'hui que nous pouvions la bricoler ça et là et que cela pourrait suffire pour lui permettre d'évoluer. Aujourd'hui, nous comprenons que ce n'est plus le cas. Nous devons en être conscients. Nous avons affaire à des points de vue très virulents, très radicaux par rapport à l'Europe. On présente l'Europe comme étant la cause des problèmes. Mais je crois que ce n'est parfois pas ce mal le plus évident qui est le plus néfaste. Moi, je crois que le mal le plus grave, c'est à partir du moment où les gens bien cèdent à ces messages de personnes mal intentionnées et sombrent dans ce genre de réflexe. Et donc je pense que nous devons comprendre que la stabilité de la construction européenne dépendra non seulement de lois formelles, de traités ou des règlements, et d'accords intergouvernementaux, de compromis intergouvernementaux, aussi forts soient-ils, mais au bout du compte, cela dépendra de l'engagement de la population vis-à-vis des valeurs qui avaient inspiré les générations fondatrices. Et de nos jours, je dirais que cet engagement n'est plus évident. Alors, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'énumérer tous les articles du traité et des traités eux-mêmes, mais il est bon de se souvenir que les traités contiennent déjà tout ce dont nous avons besoin. Et quand on parle de la démocratie dans le contexte de l'Union européenne, bien, on dirait qu'il y a ces deux titres très importants dans les traités. On constate que le traité prévoit déjà les principes fondateurs de l'Union européenne. On a parlé de l'article 2 sur les valeurs clés, sur la dignité humaine, sur la liberté, la démocratie, l'égalité, l'état de droit, le respect des droits de l'homme. Et ensuite, on énumère tous les objectifs de l'Union européenne, c'est-à-dire le principe confédéral, le principe de subsidiarité, de proportionnalité, avec une coopération mutuelle et sincère qui a été complètement oubliée récemment. Donc je pense qu'il est important de savoir que l'Union européenne a reconnu et continue de reconnaître les droits et les libertés qui figurent dans la Charte des droits fondamentaux, mais nous reconnaissons également les droits fondamentaux tels que garantis par la Convention européenne, donc sur la protection des droits de l'homme et sur le respect des libertés fondamentales. Parce que ce sont des notions qui ne viennent pas de l'extérieur. Toutes ces notions proviennent des traditions constitutionnelles communes à
tous les États membres. C'est quelque chose que nous avons tendance à oublier. Elles n'ont pas vu le jour au même moment que l'Union européenne. Ce sont des notions qui provenaient d'autres constitutions qui avaient été élaborées pendant les décennies et siècles précédents. Donc je pense que tout ce dont nous avons besoin est déjà prévu. Pourtant, il semble que la démocratie soit en danger. Alors pourquoi organiser cette réunion? Pourquoi est-il nécessaire de répéter ce qui semble une évidence pour pratiquement tout le monde, voire tout le monde dans cette salle? Eh bien, pour de multiples raisons. Tout d'abord, lorsque l'on voit la classe dirigeante nationale et de nombreux partis politiques qui ont un impact sur la direction dans laquelle les sociétés et États s'engagent actuellement, eh bien, on constate, grâce au Brexit, qu'il y a ce slogan « Reprenez le contrôle ». Donc il y a cette tendance dans les États membres de vouloir se ressaisir de compétences, de pouvoir. Mais souvenez-vous que le Royaume-Uni et le gouvernement britannique travaillaient depuis 3 ans sur cette étude pour savoir quelles compétences devraient être rapatriées. Et je crois qu'elles n'en ont pas trouvé une seule qui devait l'être. Et aujourd'hui, au Parlement européen, où on a tendance à critiquer l'Europe, eh bien, pas une seule fois on ne cite une compétence concrète qui devrait être rapatriée dans les capitales. Donc voilà, c'est une énigme, je crois, dans ce débat de 2016. Et j'espère que nous pourrons l'oublier en 2017. Et puis peut-être que nous devons avoir cette réunion parce qu'un État membre a décidé de quitter l'Union européenne. Ou bien peut-être que nous avons organisé cette réunion parce que certains États membres dans l'Union européenne s'interrogent. Ils s'interrogent sur les principes de base, sur le respect de l'état de droit. Peut-être parce que certains gouvernements mettent ces principes en cause. Peut-être parce que certains États membres s'interrogent sur les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, considèrent qu'il s'agit là d'ingérence dans des questions qui relèvent de la compétence exclusivement nationale. Mais peut-être aussi que nous nous réunissons aujourd'hui parce que nous voyons toutes ces personnes qui fuient la guerre, la pauvreté et autres calamités pour chercher un meilleur avenir en Europe, alors que l'Europe n'en veut pas. Bon, nous inventons tous ces arguments, toutes ces histoires selon lesquelles nous ne sommes pas prêts, mais il faut regarder les choses en face. La réalité, c'est que nous ne voulons pas d'eux, et c'est la raison pour laquelle, notamment, nous organisons cette réunion. Alors je crois que vous connaissez suffisamment bien l'histoire de l'Europe. Vous savez que nous devons perpétuellement chercher des améliorations à nos démocraties au niveau national et au niveau européen. L'histoire de l'intégration européenne, cela a été une histoire de changement, d'amélioration, de légitimité. Nous devons améliorer notre capacité à rendre des comptes, mais dans le même temps, nous devons veiller à continuer de respecter les droits fondamentaux, les libertés, l'état de droit, et nous ne devons jamais perdre de vue la dignité de l'être humain, de chaque être humain dans l'Union européenne. Voilà des années que nous essayons de faire face à ces défis en modifiant les traités. Et le tribunal constitutionnel de Karlsruhe nous donne souvent des indications, évalue nos décisions et voit comment nous nous débrouillons face à cette crise. Mais je pense que notre approche a parfois pu empirer la perception de la légitimité démocratique. Il y a beaucoup de questions, de doutes sur la légitimité de certaines initiatives des institutions dans certains domaines, mais je crois que cette approche, où la solution évidente, c'était la méthode de travail intergouvernementale, eh bien cette approche a contribué à mettre à mal nos structures et actions démocratiques. Et aujourd'hui, donc,
on envisage une solution évidente, le changement de traité, mais c'est un tabou puisqu'il n'y a pas de volonté politique d'y arriver, notamment parce que c'est une entreprise considérable que de réaliser un changement au traité, vu le climat qui règne actuellement dans les États membres, donc au niveau national. Mais il est nécessaire d'améliorer la légitimité du processus de prise de décision démocratique en Europe. Pour y arriver, il faudra un jour ou l'autre relever ce défi de changement de traité. Et je pense à notre problème principal, le dialogue avec les citoyens. Comment arriver à les motiver vis-à-vis du projet européen? Nous savons que la démocratie participative est déjà prévue par les traités, mais ces traités sont obsolètes en la matière. Ils ne sont pas à même de répondre aux enjeux actuels visant à inclure la population dans le fonctionnement de notre prise de décision. Alors dites-moi quand je dois m'arrêter, mais je pense que nous devons tenir compte de ces nouveaux phénomènes. Et si le changement de traité est devenu un tel tabou, c'est parce que nous n'avons jamais dit clairement à la population que, étant donné que l'Europe change, le monde change, il n'est que naturel que de vouloir changer le traité de temps en temps, faute de quoi il ne pourra pas remplir son rôle et les institutions ne seront pas à même de rendre des comptes. Donc nous n'avons pas su établir ce dialogue avec la population. Et la conséquence, c'est que nous laissons le monopole de réclamer les changements de traité aux eurosceptiques. Et donc, ils veulent changer les traités pour rapatrier les compétences vers les États membres et pour mettre un terme à l'intégration européenne. Par conséquent, je pense qu'en tant que classe politique, nous devons arrêter de reculer vis-à-vis de ce défi. Alors, puisqu'il me reste 2 minutes, je vais vous parler de ce que nous faisons en commission AFCO. C'est pratiquement notre pain quotidien. Nous nous demandons ce que nous devons faire dans le cadre des traités actuels. Nous devons donc voter un rapport en commission la semaine prochaine. Nous avons également un autre rapport prévu, un rapport certainement controversé sur la manière dont nous devrons changer et ajuster les institutions européennes et la manière dont elles fonctionnent. Alors, Mercedes Bresso et Elmar Brok sont les auteurs du premier rapport. Le deuxième rapport est l'œuvre de Guy Verhofstadt. Mais en tant que Parlement, nous devons nous investir pour pouvoir exercer ce droit de regard du respect de l'état de droit et qu'il soit le plus efficace ou qu'il soit possible. Et puis, il y a le rapport de Sophie In 't Veld en commission Libé qui propose un cadre qui permettrait d'examiner le respect de l'état de droit, des valeurs et principes de l'Union européenne de manière plus pérenne et qui ne donnerait pas l'impression qu'une fois tous les 10 ans, nous essayons de montrer du doigt un État membre où les choses ne semblent pas bien se passer. Et ensuite, tout serait bloqué, non pas au Parlement, mais à la Commission, donc au Conseil. Donc, nous devons donc nous investir dans cette nouvelle approche pour contrôler l'état de droit et les valeurs européennes. Mais nous devons également essayer de proposer un changement significatif afin d'inclure les citoyens dans la prise de décision sur la base des traités européens. Il y a cet instrument de l'initiative citoyenne européenne qui, pour l'instant, est un échec parce que la Commission européenne refuse de changer les lois. Sur les 50 initiatives qui ont été lancées, qui signifie qu'il y avait 50 millions d'Européens qui voulaient participer à la prise de décision, rien n'a été fait. Donc nous devons changer quelque chose. Dans les traités, on ne peut même pas inclure nous ne pouvons même pas inclure la méthode d'identification avec le numéro d'identification parce que cela fait peur aux citoyens. Donc j'espère que nous pourrons donc faire mieux. La Commission aura un rôle à jouer. Alors je pourrais vous en parler pendant très longtemps, mais je dirais que le Parlement européen prend cet enjeu très au sérieux. Mais bon, pour pouvoir y participer, il faut être 2
voire 3 dans l'Union européenne. Mais c'est la faiblesse de ce cadre institutionnel. Donc il faut que la Commission lance le bal et qu'ensuite le Conseil accepte de danser. Nous savons qu'il faudra que les élections européennes de 2019 soient plus européennes, avec une meilleure participation, car nous rencontrons de grosses difficultés en l'occurrence, et le Conseil est extrêmement difficile et refuse de nous accorder un véritable droit d'enquête au Parlement européen. Et je ne me plains pas de la présidence actuelle, qui fait un travail incroyable. Les Slovaques nous ont beaucoup aidés. Mais il n'empêche que nous avons cette schizophrénie ou cette politique de 2 poids, 2 mesures. Les dirigeants se plaignent, mais dès lors qu'il est question de changer, eh bien, ils refusent d'aller jusqu'au bout. Par conséquent, donc, les élections démocratiques ne débouchent pas forcément sur les meilleurs choix. Et c'est quelque chose une chose à laquelle nous devons réfléchir en tant que citoyens. Thank you, President. Merci, Madame Hübner. Oui, on devrait être 2 pour danser, mais il faut une bonne musique pour pouvoir danser également. Nous ouvrons le débat maintenant pour des questions et des commentaires, parce que Madame Hübner doit voter. Je ne suis que substitut à la présidence, dit-elle. Elle doit voter et je m'octroie le privilège de faire 2 commentaires. Le premier, je partage avec Madame Hübner le privilège, ou plutôt l'expérience, d'avoir vécu une partie de ma vie dans un système qui se disait démocratique. Et quand on met des adjectifs devant démocratie, en Espagne on parlait de démocratie organique, c'est que ça n'est pas très efficace. Et Mme Hübner a vécu sous une démocratie populaire. Donc quand on parle de démocratie non libérale, on parle d'autocratie. Voilà ce que je voulais dire. Parce que c'est un oxymore. Voilà, je n'ai jamais vraiment compris comment ces 2 concepts peuvent aller de pair. Deuxième commentaire. Parce que j'ai vu que vous avez expliqué la situation, la relation avec les parlements nationaux. Et cela me rappelle une expérience que j'ai eue en tant que président du Parlement en novembre 90. Nous avons appelé les parlements nationaux lorsque nous étions 12, nous avons organisé la première conférence des parlements nationaux au Parlement européen à Montecitorio, à la Chambre des députés à Rome. Et c'était la première fois que ça se faisait. Et l'essence même du traité de Maastricht était la résolution finale de cette réunion. Il est donc important de se rappeler que le rapporteur qui a proposé à l'Assemblée, qui a voté la structure même, le squelette même de ce qui est plus tard devenu le traité de Maastricht, était le président de la Chambre des représentants belge. Donc, à l'époque, nous avons été en mesure de donner un squelette et des lignes directrices pour notre démocratie parlementaire commune qui a été consacrée après cet événement. Et je m'en souviens parce que à la première réunion, j'ai dit que c'était difficile pour nous d'accepter un nom russe pour une telle assemblée. Mais bon, c'est la vie. C'est important. Les parlements nationaux ne doivent pas accepter ou critiquer ces structures. Ils font partie de notre objectif commun. Il faut le rappeler. Parce que ces articles du traité de Lisbonne font partie intégrante de notre
convention constitutionnelle commune qui s'applique à tous les Européens. C'est quelque chose qui n'est pas à la carte, voilà. Je voulais faire ces deux commentaires.